Alors bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Léo Dubois, étudiant en licence de biologie à l'université d'Aix-Marseille, actuellement en troisième année de licence. Donc j'ai 23 ans et j'ai écrit un livre qui s'appelle Covid-19, plus jamais ça, publié aux éditions Marco Pieter en Belgique l'année dernière en septembre 2024. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages et qui contient plus de 750 références scientifiques et officielles, en utilisant des données de l'État, Santé publique France et des données gouvernementales. Et, voilà. Et je remercie également l'invitation de Nicolas à cette conférence, à ce week-end citoyen. Et voilà. Et donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous... ça marche? Ça marche pas? Ah, c'est bon, pardon. Alors, je vais vous parler du sujet des ce qu'on appelle vaccin Covid, alors vaccin entre guillemets, et je vais vous parler vraiment de ce qui n'allait pas autour de cette technologie. Donc, moi, le titre de ma conférence que j'ai décidé de donner, c'est est-ce qu'on va vers un nouveau scandale sanitaire, comme on en a connu par le passé, à savoir, par exemple, le Vioxx, comme il a été mentionné tout à l'heure. Voilà. Donc premièrement, donc selon on va dire la pensée officielle, de scientifique. Donc premièrement pour vous introduire, eh bien on a le SARS-CoV-2, c'est le nom du virus qui cause qu'on vous appelle la maladie Covid-19 et qui contient à sa surface la protéine spike, qui lui celui au récepteur ACE2 pour infecter les cellules humaines et ensuite pour se multiplier. Donc ça, c'est ce qui est présenté officiellement. Concernant la technologie vaccinale, entre guillemets, en fait, ce qu'on a fait dans une seringue, on vous injecte un ARN messager encapsulé, protégé par ce qu'on appelle une nanoparticule lipidique, c'est-à-dire des nanos de taille nanométrique, des petits billes de gras, de graisse, qui permettent de protéger le matériel génétique pour pouvoir le faire entrer à l'intérieur de la cellule. Et en fait, le but qui est décrit, c'est de faire en sorte que cet ARN traduise une protéine de virus qui va ensuite être supprimée par la réponse immunitaire. En fait, le but, c'est de déclencher une réaction immunitaire pour vous immuniser. Donc ça, c'est ce qui est expliqué au niveau officiel. Mais on ne vous explique pas les dessous de cette technologie, le risque potentiel d'intégration dans le génome et le problème de réaction immunitaire contre les cellules qui produisent cette protéine. Voilà, donc on déclenche en quelque sorte une maladie auto-immune. C'est un peu le principe du vaccin, mais il n'est pas décrit tel quel par les autorités sanitaires. Alors ensuite, pour vous expliquer un peu comment se passent les essais cliniques, parce que quand on veut mettre sur le marché un produit, normalement un produit doit subir différents types de tests sur une période de 10 à 15 ans. On commence par exemple par les études précliniques, in vitro, c'est-à-dire sur des cellules cultivées en laboratoire, et in vivo sur des animaux, comme des souris ou des rats. Et une fois que les études précliniques sont validées, on passe à la phase 1, c'est-à-dire la première phase d'expérimentation où on teste pour la première fois le produit chez l'être humain. Donc là, j'insiste, il s'agit de personnes volontaires qui ont donné leur consentement. Voilà. Et après, on a la phase 2 où, une fois que la phase 1 est validée, on va ramener un peu plus de monde pour évaluer à la fois l'efficacité et la tolérance. Et la phase 3 sur des milliers de personnes, volontaires encore une fois, pour essayer de valider davantage les données. Et ensuite, au bout de 10-15 ans, on peut donner une AMM si toutes les phases sont concluantes. Avec les vaccins Covid, on a tout fait en même temps. On a testé les animaux quasiment en même temps qu'on a testé les humains. Voilà. Et chaque phase était ont été déroulées quasiment pratiquement en même temps. Et le plus gros scandale de ce que j'ai vu, c'est que on a délivré une AMM conditionnelle alors que la phase 1 n'était même pas finalisée. Je rappelle, la phase 1, c'est la première phase d'expérimentation chez l'homme. Donc déjà, c'est un scandale énorme. Et tout ceci, on l'a fait en même pas 8 mois. Donc ça a été extrêmement rapide et
et ça cause énormément de problèmes, chose qu'on va voir juste après. Voilà, pour également vous introduire, alors connaissez-vous la définition d'une AMM conditionnelle, hein, donc elle est décrite comme là, et en fait il y a une particularité pour l'AMM conditionnelle. En fait, on peut délivrer une AMM conditionnelle uniquement s'il n'y a pas de traitement approuvé, où il n'y a pas besoin médical satisfait dans la communauté. Donc ça veut dire que en fait, si on aurait de l'ivermectine, on aurait de la vitamine D, la vitamine C et tout, qui aurait été reconnu comme efficace contre le Covid, eh bien on n'aurait jamais pu juridiquement valider ces vaccins, enfin ces produits géniques. Donc déjà, c'est encore une petite magouille pour combattre les traitements qui fonctionnent, notamment les traitements naturels. Quand on a eu l'AMM, au mois de décembre, comme je l'ai dit, on n'a toujours pas finalisé la phase 1. En fait, tout simplement, on n'avait aucune donnée sur la tolérance, et notamment chez les personnes qui sont considérées comme à risque, à savoir les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les données de sécurité à long terme, parce que voilà, on ne peut pas dire qu'en 8 mois, un produit ne va rien faire dans 10-15 ans. On peut pas. Enfin, le temps ne s'achète pas. C'est pas comme Jérôme Marty, c'est pas en cumulant la somme des gens vaccinés qu'on va dire qu'on a des milliers d'années de recul. Ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pas scientifique du tout. Et voilà, donc là, ce sont tout simplement l'Agence européenne du médicament qui nous avait déjà averti dès le début. Enfin, averti. Ça a été écrit, hein, il suffisait juste de lire. Idem pour l'efficacité, en fait, on n'avait pas de données probantes ou manquantes sur à la fois la durée de protection chez les personnes de moins de 16 ans, les plus de 75 ans, sur les formes graves, la mortalité. Voilà, en fait, et ni sur la transmission du virus, en fait, on n'avait pas de données probantes qui venaient certifier que voilà, le produit était safe et efficace. De même, on n'a aucune étude de pharmacologie, de génotoxicité, c'est-à-dire de toxicité sur le génome, l'ADN, et de cancérogénicité. Bon, ça, les laboratoires se défendent en disant que ce n'est pas exigé par l'OMS, du coup, ils ne vont pas perdre du temps à les faire. De même, aucune étude de pharmacocinétique ou de biodistribution, c'est-à-dire du devenir du médicament dans l'organisme. Donc aucune étude, en fait, on n'en savait rien. Donc toutes les personnes qui vous ont dit écoutez, l'ARN reste dans le muscle, reste dans le bras, il ne va pas ailleurs, en fait, on n'en savait strictement rien à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure, mais sachez que ça peut circuler absolument dans tout l'organisme. Et pour retenir de ce chapitre d'essais cliniques, à mon sens, le plus gros des scandales, déjà, premièrement, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les phases 1 et 2 et 3 ont été menées en même temps. On n'avait pas achevé la phase 1 au moment de l'AMM. Mais en plus, en lisant les documents de Pfizer, on a découvert que Pfizer avait changé le processus de fabrication de ces ARN. À la base, on était parti sur une PCR, on va dire une technique dite propre, pour multiplier les molécules d'ARN. Mais là, dans ce second processus, qu'on appelle le processus 2, le processus 2, eh bien, on a utilisé ce qu'on appelle une bactérie, Escherichia coli, et on a utilisé un plasmide où on a inséré un gène qui va coder pour la spike. Et en fait, on a utilisé une bactérie pour produire ce nouveau vaccin. Et le truc, c'est que quand on change le processus de fabrication, en fait, les études, il faut les refaire. Parce que ce sont deux produits différents. Sauf que Pfizer dit en fait pas la peine, c'est le même produit, c'est le même résultat, donc on le fera pas. Et après, à un moment, ils ont dit quand même, allez, on va quand même faire les études sur 250 personnes, enfin une étude comparative entre les deux processus, mais finalement, en fait, l'étude n'a jamais été faite et on n'a jamais eu le résultat. Donc on peut dire, ainsi dire, qu'en fait, toute la personne qui a été vaccinée, en fait, elle n'a même pas été injectée avec le produit de l'essai clinique. C'est vraiment un essai clinique à ciel ouvert, à grande échelle. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le plus gros des scandales en termes d'essais cliniques, à mon sens. Ensuite, alors je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique chez vous, mais en tout cas chez nous en France, on avait des comédiens, des scientifiques de plateau télé et des politiciens qui nous martelaient tous les jours et qui nous plaquaient sur des affiches vaccins, tous vaccinés, tous protégés. Voilà, donc faites-vous vacciner pour protéger les autres. Ça, c'était vraiment la propagande qu'on avait au tout début.
Mais très rapidement, enfin, on a confirmé que c'était pas du tout le cas. Ne serait-ce qu'en regardant un article, là le Lancet, par exemple. Lancet qui est censé être plutôt très droite dans la doxa officielle. Et bien en fait, eux, ils expliquaient que, ok, au début, on a, dans les premiers mois, selon eux, une efficacité de 95%, qui est fortement contestable déjà, à ce point-là. Mais eux finissent par reconnaître qu'en fait, l'efficacité, elle décroît. Elle devient négative au bout de 7 à 8 mois. Alors ils sont malins. En prenant en considération cela, en fait, ils vont nous dire, bah, écoutez, comme ça décroît, en fait, il faut refaire des doses. C'est un peu un marketing pour fidéliser le client, quoi. On dit, voilà, l'efficacité diminue, allez hop, reprenez pour rebooster, on va dire, l'immunité. Mais encore une fois, c'est encore une supercherie. Idem, quand on s'intéresse aux données d'épidémiologie, là, on s'intéresse aux données d'Israël, qui est d'ailleurs réputé pour être un laboratoire des vaccins ARN, parce qu'ils ont été à l'avance sur beaucoup de pays. Et en fait, on constate qu'à chaque fois qu'on fait une campagne de vaccination, on a un pic de décès. Donc, si on dit que les vaccins permettent d'éviter de la mortalité, là, je suis pas sûr en regardant ce graphique, qu'on peut conclure cela. Et ce qui est drôle, c'est qu'on avait un immunologiste qui passait souvent à la télé, il s'appelle Cyril Cohen. Il nous disait en 2021, ça y est, le pays revit. Et en mars 2021, quelques mois plus tard, il nous dit, ça y est, le Covid derrière nous, le vaccin, c'est la baguette magique. Et on a souvent dit à la télé que c'était une baguette magique. Mais c'est très drôle parce que juste après ce qu'il dit cela, paf, nouvelle campagne de vaccination, nouveau pic, et ainsi de suite. Et notamment avec la 4e dose. Idem, au Japon. On constate que plus la couverture vaccinale augmente, plus la mortalité Covid-19 officiellement augmente. Donc encore une fois, il est difficile de dire que ces produits ont un quelconque effet sur la mortalité. Enfin, en tout cas, ça ne donne pas du tout l'évidence. Ensuite, au niveau scientifique, il y a une étude du CDC américain, les Center Disease of Control and Prevention aux États-Unis, qui a mené une étude sur un comté, c'est le Massachusetts, voilà, si je prononce bien, qui essayait de comparer les malades du Covid entre vaccinés et non vaccinés. Et en fait, il nous disait que en fait, 74% des symptomatiques, donc des gens qui ont des symptômes, qui sont malades, pas des positifs, parce qu'encore ça, c'est une supercherie, eh bien, il nous disait que en fait, ça se produisait chez les personnes vaccinées, pour une couverture vaccinale à 69%. Donc, ce qui veut donc dire, c'est encore une preuve, qu'il n'y a aucune réduction des cas malades de Covid-19 par la vaccination. Et il s'intéresse aussi à la charge virale, donc selon eux, il n'y a aucune différence de charge virale entre vaccinés et non vaccinés. Donc, ce qui donne la preuve qu'il n'y a aucun effet sur la transmission. Donc, encore une fois, c'est une supercherie à ce niveau-là. D'autres études publiées dans Frontières qui nous expliquaient que le taux de décès dans une unité de soins intensifs aux États-Unis, dans l'hôpital d'Ohio, eh bien en fait on avait 2 fois plus de morts dans le groupe vacciné en soins intensifs. Donc pas d'évidence que ça protège des formes graves à l'hôpital. Une autre étude beaucoup plus large, publiée dans une revue qui est un peu affiliée à Nature, qui disait qu'on n'a pas de preuves significatives de diminution des cas, avec des pourcentages, des taux de vaccination très élevés. Donc voilà, on avait 0 preuve. En fait, on ne peut pas conclure du tout qu'il y a un effet bénéfique. Ici, une autre étude publiée par l'Académie d'Oxford. En fait, eux, ils s'intéressent à l'incidence du Covid-19 selon le nombre de doses. Et on constate que plus le nombre de doses est augmenté, enfin plus on a de doses, plus l'incidence de Covid-19 est élevée. Donc, là, il montre plutôt qu'il y aurait un effet négatif et qui va du coup rendre vulnérables les personnes au Covid-19. Pour faire un petit retour également sur ce que disaient certaines personnes, enfin certains acteurs clés, à savoir le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Eh bien, alors ça c'est drôle parce qu'il nous avait fait un tweet le 1er avril 2021, le jour du poisson d'avril. Il nous avait annoncé que son vaccin avait été concluant sur la phase 3 et que, allez banco, le produit est efficace à 100% pour prévenir les cas de Covid-19 en Afrique du Sud. Il répète 100%. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'un an plus tard,
Il nous annonce, ça y est, en fait, je suis testé positif, j'ai fait mes 4 doses, et du coup, moi, ce que je fais, je me mets à l'isolement et je fais une cure de Paxlovid. Sauf que le Paxlovid, c'est un médicament que que Pfizer avait mis sur le marché pour le Covid. Voilà, donc c'est un peu grossier. Et d'autant plus que ce traitement-là, il est vendu à quasiment 1 000 € la boîte. Voilà, donc c'est du business monstrueux, quoi. Encore un autre petit comédien, Bill Gates, et bien lui aussi, alors dans des conférences qui ne sont regardées par personne, alors parce qu'à la télé, quand il va passer sur je ne sais plus quelle chaîne mainstream, il va nous dire que les vaccins ont sauvé l'humanité, des millions de personnes et tout, mais quand il passe sur des conférences qui sont regardées vraiment par personne, où il y a à tout casser quelques milliers de vues, eh bien, il nous révèle que, en fait, effectivement, ça ne marche pas contre la transmission, qu'on a des variants et que ça perd en efficacité, et que chez les personnes qui sont considérées à risque, en fait, ça marche encore moins bien chez eux. Du coup, l'objectif de les protéger, en fait, ça tombe à l'eau. Et dans le même temps aussi, dans une autre conférence, il nous a dit, alors ça, je l'ai souligné parce que ça m'a fait un peu rigoler, il dit comme ça, malheureusement, le virus lui-même est un type de vaccin, en fait, il a pu immuniser la population mondiale, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Du coup, en fait, il est un peu dégoûté, quoi. Et voilà, du coup, le virus a pu se transmettre à tout le monde naturellement, mais il n'a pas réussi à vacciner l'ensemble de la population mondiale, comme il avait annoncé avec des grands bras et tout, devant une chaîne américaine en 2020. Et pour finir, avec les aveux de certains guignols, eh bien, on avait Olivier Véran, c'est un ministre de la Santé en France, enfin c'était un ministre de la Santé, vous le connaissez peut-être, il a beaucoup fait parler de lui. Eh bien lui, il nous dit comme ça sur les chaînes que voilà, les complotistes, faut pas les écouter, la phase 3, elle est validée depuis des mois, en fait c'était archi faux. Et il avait dit, en fait, le contexte, c'était en 2021, on avait un octogénaire, une personne de 80 ans qui était vaccinée, qui était tout content de l'être, et qui comprenait pas pourquoi il restait confiné. Je lui ai dit, mais écoutez, je suis protégé et tout, j'ai envie de sortir, laissez-moi la liberté de sortir. Il avait carrément sollicité le Conseil d'État et tout, et il y a Véran qui a répondu via un petit mémoire de 6 pages environ, et il donne 4 arguments pour refuser le déconfinement des personnes vaccinées. Et en fait, il avoue que l'injection ARN en fait n'est pas efficace. Il révèle premièrement que en fait l'efficacité est partielle, que on ne sait pas si ça va fonctionner sur les variants. Et là, le troisième point, ça m'a assez choqué. En fait, il dit carrément noir sur blanc que les personnes vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès. Alors, dans le contexte, il nous dit pour les personnes qui ont une immunosénescence, qui sont âgées, du coup le système immunitaire qui est assez affaibli, ou alors de la virulence d'un variant. En fait, il dit que tout simplement, si le vaccin ne fonctionne pas, en fait, les gens vaccinés sont encore plus exposés. Voilà. On peut l'expliquer par exemple avec le phénomène ADE. On peut avoir des anticorps qui peuvent favoriser la maladie à cause d'une vaccination. Et à la fin, il nous dit, oui, en fait, ça n'empêche pas la transmission. Et du coup, le fait qu'on ait viré 15 000 soignants, selon les chiffres officiels en France, je pense que c'est plus, eh bien, en fait, on a encore menti sur ce point-là, quoi. Enfin, on a dit, ouais, les soignants, il faut les virer parce qu'ils pouvaient transmettre la maladie, alors qu'on n'avait aucune évidence. Enfin, d'ailleurs, ça a été démontré, le contraire a été démontré au fil du temps. Ah oui, j'allais oublier ces deux loulous. Karine Lacombe, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une chef de service hospitalier dans un hôpital à Paris. Alors c'est pas la PHP, c'est encore autre chose. Et en fait, elle dit tout le temps que les vaccins sont surefficaces et que l'ARN se dégrade très rapidement, qu'il n'y a aucun problème, qu'il ne faut pas écouter ceux qui lancent l'alerte. Et bien en fait, elle avait dit en 20 secondes de temps, en avril 2021, que en fait, lorsqu'il y a une mutation, en fait, le vaccin il est déjà plus efficace, mais que vous allez développer la maladie quand même. Elle l'avait dit. Voilà, c'était dit. Et de même, Frédéric Tanguy, lui, il est spécialiste des vaccins à l'Institut Pasteur, et il le disait aussi. Quand on vaccine les gens, en fait, on va créer des nouveaux variants, parce qu'on va créer une pression immunitaire sur une partie du virus, chose qu'on ne devrait pas faire, et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui s'est passé.
Alors, là on change de chapitre. Là, je vais vous parler des composants, alors déclarés, sauf le dernier où il a été caché pendant un temps. Tout d'abord, les vaccins, on les appelle, enfin, on appelle ça vaccin. Enfin, vous comprenez, hein, c'est pas vraiment un vaccin. Moi, je préfère appeler ça plutôt produit, enfin, génétique. Même pas thérapie génique parce que ça n'a rien d'une thérapie déjà. Et donc tout d'abord, ils ont fabriqué cet ARN messager, déjà qui en fait n'est pas seulement messager, en fait c'est un ARN qui est modifié. En fait, vous savez que dans l'ARN, on a 4 bases, le A, le U, le C et le G. Ce sont des lettres, c'est un codage génétique, comme nous dans notre alphabet, on va de A à Z. Et bien en fait, on a changé une lettre, on l'a remplacée par la lettre psi, voilà, la pseudoridine. Et en fait, c'est une lettre, mais complètement inédite dans la séquence ARN messager. Et en fait, il a été fait pour essayer de stabiliser l'ARN. Parce qu'en temps normal, un ARN dure à peu près 1 ou 2 jours gros max. Et en fait, avec cette pseudoïridine, on arrive à faire perdurer l'ARN plus de 6 mois. Donc on peut faire produire la protéine spike pendant plus de 6 mois. Donc ça, c'est une problématique. Et en plus, on a découvert très récemment dans un papier publié dans Nature en décembre 2023 que la pseudoridine crée un bug dans la production des protéines, c'est-à-dire les ribosomes. Et en fait, quand vous lisez l'ARN, le ribosome, lui, il lit 3 lettres par 3 lettres. Et à chaque 3 lettres, on va associer un acide aminé, c'est-à-dire une petite perle dans un collier. Et en fait, c'est un codage, on change le langage. C'est comme nous, on a un langage informatique et on veut le traduire en langage humain. Donc là, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'avec le ribosome, lui, il a du mal à reconnaître la lettre psi. C'est comme nous, on change le U, on le remplace par cette lettre grecque ou une lettre chinoise. Quand vous lisez votre phrase, vous ne comprenez plus rien. Avec le ribosome, c'est pareil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il passe sur la lettre psi, en fait, il va sauter une lettre. Et du coup, on va complètement changer le codage. Et on va produire des protéines totalement différentes. Donc, à partir de là, il va être imprévisible. On ne pourra pas prédire quel type de protéines seront fabriquées, quels seront ses effets sur l'organisme. Est-ce qu'il va y avoir un effet hormonal? Est-ce qu'il va y avoir un effet au niveau neurologique, type prion, c'est-à-dire associé à des maladies neurodégénératives? En fait, on n'en sait strictement rien, donc on ne peut pas prévoir. Et en plus, selon les labos pharmaceutiques, plus on produit de spike, mieux c'est pour développer une immunité. Eh bien, en suivant leur logique, si on en produit moins, déjà on réduit la supposée efficacité du vaccin et on expose le patient, enfin le client, si vous voulez, à un risque supplémentaire. Et aussi, important de l'évoquer, le risque d'intégration dans le génome de cet ARN, ce qui peut conduire à une sorte d'instabilité génétique, ou encore une fois avec apparition de nouvelles maladies. Et d'ailleurs, ça a été évoqué, c'est en cours de réflexion. Si ça s'intègre dans le génome, est-ce qu'on ne va pas produire en continu de la spike et produire encore les effets de manière permanente. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée, mais alors en préprint, c'est-à-dire qui n'a pas encore été revue par les pairs, qui montrait qu'on retrouvait de la spike plus de 700 jours après injection. Voilà, donc il y a des hypothèses qui sont encore sur la table. Ensuite, pour revenir aux excipients, donc ce sont les fameuses petites billes de gras qui permettent de protéger l'ARN. Alors en fait, ils vont utiliser différents types de lipides. On a par exemple le polyéthylène glycol, qui est un composant qui est utilisé dans les cosmétiques et qui est connu pour être hautement allergène et causer des anaphylaxies. C'est la version la plus dangereuse et mortelle de l'allergie. Donc voilà, ça a été, on connaissait déjà ces effets sur l'organisme et on l'a vu, on a eu énormément de réactions allergiques et parfois des anaphylaxies. Donc c'est le polyéthylène glycol qui semble être lié à cela. Mais aussi d'autres lipides pro-inflammatoires, comme le lipide cationique, ionisable, qui, pareil, c'est un modèle de souris, a créé des inflammations mortelles dans la plupart des cas. Et cet excipient aussi, comme je l'ai dit, donc il est là pour protéger l'ARN et le permettre de rentrer dans la cellule. Parce qu'habituellement, quand on fait des vaccins, on crée une réaction à l'extérieur de la cellule. En fait, c'est ça quand même la différence. C'est-à-dire qu'on a une réaction immunitaire
à la fois contre le non-soi, mais aussi contre le soi, ce qui crée des maladies auto-immunes. Et donc, si par exemple le nanoparticule lipidique avec l'ARN rentre dans les cellules de la peau, vous allez créer une réaction immunitaire contre la peau, donc avoir des rougeurs, avoir des plaques urticaires, voire des maladies beaucoup plus graves qui vont détruire complètement la peau. C'est des trucs, des nécroses, des trucs très très moches. Donc voilà, c'est assez grave. Ensuite, la protéine spike. Donc, selon la littérature scientifique, elle présente une toxicité systémique, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un effet pro-inflammatoire. Elle va déréguler le système rénine-angiotensine. D'ailleurs, Jean-Marc Sabatier pourra vous le détailler un peu plus tout à l'heure. En fait, quand le système rénine-angiotensine est déstabilisé au niveau du système cardiovasculaire, en fait, vous allez favoriser les maladies associées au cœur, à savoir la myocardite, les thromboses, les AVC, etc. C'est également un perturbateur hormonal puisque justement il va perturber le système rénine-angiotensine en se liant au récepteur ACE2 qui va favoriser du coup la suractivation d'un autre récepteur qui lui-même est impliqué dans la réaction pro-inflammatoire sur stimulation du système immunitaire, donc réaction en cascade, donc ce qui conduit à des maladies, donc perte de l'homéostasie. De l'auto-immunité, parce que le système immunitaire reconnaît cette protéine comme étrangère, du coup le système immunitaire va l'attaquer. Et aussi, si cette protéine est produite dans des cellules immunitaires, en fait, le système immunitaire va s'attaquer lui-même. Donc on va avoir une réaction auto-immunitaire contre l'immunité. Donc là, on a en quelque sorte une destruction de l'immunité, potentiellement. Et à terme, si on fait des injections répétées, comme tout, le corps a certaines limites. Au bout d'un moment, on peut avoir un épuisement immunitaire, surtout chez les personnes qui ont déjà une déficience immunitaire. En fait, moi, selon mes observations, selon mon raisonnement, je pense que ces vaccins-là, ils ont tendance à exacerber un mal qui était déjà en nous. Quand on est plus en mode avoir une réaction immunitaire très très au taquet, eh bien, le vaccin aura tendance à booster davantage et du coup à produire une maladie à cause du système immunitaire. Et inversement, chez des personnes avec une défaillance immunitaire, eh bien, on va aggraver ce processus et du coup rendre la personne vulnérable à d'autres infections et potentiellement aussi à des cancers, puisque le système immunitaire est aussi impliqué dans le développement des cancers. Il est impliqué dans le contrôle, on va dire. Il va signaliser que telle ou telle cellule est potentiellement cancéreuse et le système immunitaire cellulaire, la partie cellulaire, va s'attaquer à des cellules cancéreuses pour les évacuer, pour pas qu'ils se prolifèrent dans l'organisme. Et dernier composant qui n'a pas été déclaré, mais qui a été retrouvé par des chercheurs américains, mais aussi en France, de plus en plus. Et on a eu une étude aussi à l'IH menée par le professeur Raoult. Il l'a confirmé aussi de son côté. On a découvert la contamination bactérienne. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure du changement de processus. On a utilisé une bactérie Escherichia coli. Et déjà, ça, c'est problématique. Parce que déjà, en fait, la quantité d'ADN qui a été découverte est déjà 500 fois supérieure aux limites exigées par la FDA aux États-Unis. Donc déjà, ce point-là, lui seul, aurait supprimé toute autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est la base. Et en plus, on a découvert qu'il contient une séquence EZ40 qui est connue pour être oncogène, c'est-à-dire de favoriser le développement du cancer, c'est-à-dire de favoriser des mutations qui vont perturber le cycle cellulaire. Et donc, ce qui peut potentiellement exposer à un risque de cancer supplémentaire. Donc, vous voyez, on a un peu comme une tambouille à mémé entre la spike, l'ARN et le EZ40. Donc, malheureusement, chez certaines personnes, si les facteurs se réunissent, eh bien, on va déclencher le pire des effets secondaires. Alors oui, ça, je vous en ai parlé, c'est le changement de la séquence nucléotidique de l'ARN. Donc, comme je vous l'avais dit, on a les AUCG et on a remplacé les U par les PSI. Donc voilà, c'est pour vous schématiser un peu. Je vais passer. Aussi, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, un risque vraiment, j'y ai réfléchi assez tôt quand on a déployé ces vaccins. Le problème, c'est que si cet ARN s'intègre dans le génome, donc on va introduire l'instruction qui nous dit de produire la protéine spike. Du coup, une fois qu'il est intégré, il va y avoir transcription et ensuite,
traduction de ces ARN qui font partie de nous en protéines spike. Du coup, en fait, il y a potentiellement un mécanisme définitif qui fait que certaines personnes vont produire de la spike en continu avec un temps indéterminé, quoi. Alors heureusement, ça ne va pas le faire chez tout le monde, ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce qu'on va l'intégrer? Voilà, ça dépend de chacun. Mais a priori, c'est un processus qui est quand même assez rare, mais qui n'est pas inexistant. Donc malheureusement, chez certaines personnes, ce sera très compliqué. Et du coup, voilà, ça va déboucher à des maladies comme celles que je vous ai décrites. Ici, là, c'est un large panorama de la diversité des effets indésirables qui a été rapporté dans la littérature scientifique à ce jour sur le site react19.org. On a recensé pas moins de 3500 études, ce qui est quand même colossal. Donc sur les différents types d'effets secondaires, là comme vous pouvez le voir, en fait, les effets secondaires, on les retrouve partout dans l'organisme. Dans le cerveau, on peut avoir des AVC, AIT, sclérose en plaques, ça a été mentionné dans la littérature. On a vu aussi des syndromes de Parkinson, l'Alzheimer, ça a été décrit. Au niveau de la peau, on a des éruptions cutanées, on a des urticaires, on a des ecchymoses, on a aussi le syndrome de Stevens-Johnson, c'est-à-dire que les vaccins peuvent induire la nécrolyse épidermique toxique. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça, je vous mets pas les photos parce que c'est très 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 moche à regarder. En fait, c'est le corps qui se met à pourrir, tout simplement. Enfin, c'est hyper moche, hein, c'est très laid. Et ça, c'est vraiment la version l'une des plus graves de l'allergie au niveau de la peau. On retrouve des œdèmes. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais sur le tableau, je n'avais pas la place. Mais on a retrouvé dans la littérature, j'ai retrouvé 2 études qui expliquaient que chez certains vaccinés, on retrouvait la lèpre. Un truc qui avait quasiment totalement disparu. Donc c'est assez incroyable. Pareil, on retrouve des maladies au niveau sanguin, hématologique, donc les thromboses, les embolies pulmonaires. Donc quand vous avez une embolie pulmonaire, en fait, vous allez boucher les caillots qui permettent au sang d'être irrigué par l'oxygène. Donc si vous bouchez, en fait, vous étouffez, vous mourrez, si vous ne le traitez pas de suite. On retrouve aussi des maladies au niveau des rétines. Donc occlusion des vaisseaux rétiniens qui va induire du coup un défaut de la vue, à une baisse de la vue, voire une perte totale de la vue. Cardiovasculaire, donc les myocardites, alors là c'est un peu bouché, mais de mémoire, on a, selon une étude de la Société française de cardiologie, la myocardite touche environ 2,8% des vaccinés, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que chez ces 2,8%, alors selon le niveau de gravité, il y en a qui vont être fortement handicapés. Mais bon, à partir du moment qu'on a une myocardite, c'est potentiellement handicapant pour la suite. Donc on rend le cœur vulnérable pour d'autres activités sportives. On a du coup, également les péricardites qui se produisent également au niveau du cœur, infarctus du myocarde, insuffisance, arrêt cardiaque, et potentiellement qui amène au décès aussi. Troubles immunitaires, donc réaction allergique, je l'évoquais tout à l'heure. Les anaphylaxies, selon une étude observationnelle, on retrouve une incidence de 1 pour 4000. Donc c'est-à-dire que pour 1 pour 4000 personnes, malheureusement, le décès est potentiellement, je ne vais pas dire inévitable, mais très très probable. Et on retrouve aussi un syndrome que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Mais bon, ça semble clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est en fait une fatigue, une dysautonomie. En fait, c'est une perturbation générale de l'organisme, une perte de l'homéostasie, qui fait qu'en fait, on est tout le temps pas bien. Enfin, on ne sait pas pourquoi. On ne trouve pas forcément les raisons. On est tout le temps fatigué, on a des douleurs musculaires, on n'arrive plus à réfléchir, on a des brouillards et tout. Et en fait, c'est juste qu'il y a eu ce vaccin-là a eu un impact sur le système immunitaire ou hormonal. Il faut savoir que hormonal et immunitaire sont en interaction tous les deux. Si vous perturbez l'un, eh bien l'autre va être également perturbé. Voilà. Et on a aussi des maladies, des troubles des cycles menstruels. Ça a été hyper documenté. Et on retrouve, selon une étude observationnelle italienne, cela concernerait environ 50 à 70% des femmes vaccinées, ce qui est gigantesque. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a statistiquement, il y a déjà un problème. Et on retrouve également des fausses couches en conséquence, avec une augmentation de plus de 2300% selon la pharmacovigilance américaine, le VAERS.
Voilà, ce sont les données officielles, on va dire. Ici, pareil, une autre étude s'intéresse aux chiffres de pharmacovigilance. Pour les myocardites, on a une augmentation de plus de 2500%, en l'espace d'un an, quoi. En fait, on a fait la moyenne des 20 dernières années, et on se retrouve avec 2500% en plus. Et parmi toutes ces personnes qui ont déclaré des myocardites, eh bien, ça touche... ces personnes-là, pour les 3/4, sont hospitalisées. Donc, voilà, ça, on est loin de la petite myocardidounette. Hein. C'est un truc potentiellement mortel. Et parmi les personnes également qui ont eu la myocardite, il y en a 3% qui en sont morts, malheureusement. Pareil, ici, selon les données du VAERS, les fausses couches, donc plus de 3600%. Les cycles menstruels, ça c'est gigantesque. D'ailleurs, on l'a vu avec l'étude observationnelle italienne. Augmentation de plus 26 000% des déclarations, ce qui est... je ne sais pas si vous vous représentez, mais c'est juste énorme. Et voilà. Et si on revient, alors moi j'ai les données françaises. L'ANSM, c'est le centre de pharmacovigilance qui recense les cas d'effets secondaires. Alors il faut savoir que seulement 1 à 10% des effets indésirables sont remontés. Ce qui veut donc dire que dans le meilleur des cas, le 193 000 effets secondaires que vous voyez, dans le meilleur des cas, vous devez le multiplier par 10, ce qui fait environ pratiquement 2 millions. Et au pire des cas, vous le multipliez par 100, ça fait 20 millions. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur 65 millions de personnes, on n'est pas loin du tiers de la population qui a souffert des effets indésirables. Et dans le monde, l'OMS avait déclaré 5 300 000 cas. Et je ne l'ai pas écrit, mais l'ANSM considère que 25% sont des cas graves, donc ce qui fait qu'environ 46 000 personnes déclarées ont un effet grave. Et en appliquant le pourcentage de sous-déclaration, en fait, on monte à entre 400 000 et 4 millions d'effets indésirables graves, hein, qui sont potentiellement mortels. Alors là, on arrive à la fin. Donc là, il s'agit de faire une petite remise en perspective des effets de la vaccination sur la mortalité, toutes causes confondues. Alors volontairement, je ne vous présente pas les données Covid, parce qu'on a tendance à étiqueter Covid tout et n'importe quoi, donc c'est pas une donnée probante, enfin, il n'y a rien de solide. Par contre, la mortalité, toutes causes confondues, en fait, on ne peut pas mettre dans des cases, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a une vision un peu plus objective. Donc là, on s'intéresse aux personnes de 18 ans et plus. Alors certains vont me dire, oui, il y a peut-être un biais avec l'âge, les personnes âgées sont plus vaccinées, du coup ça peut fausser. Mais même les données, en se focalisant sur les 18-39 ans, on retrouve exactement le même type de graphique, à peu près les mêmes pourcentages. Donc voilà, pour répondre à cette interrogation-là. Et qu'est-ce que l'on voit ? Donc ces données-là proviennent de l'Angleterre, parce qu'en France, le gouvernement ne veut pas nous les donner, en nous disant que, écoutez, on les a pas, enfin, on ne peut pas vous les fournir, alors que on a l'ONIAM, enfin, l'assurance maladie qui connaît il connaît le profil des gens vaccinés, les autres, ils produisent des graphiques, enfin voilà. En tout cas, on peut les avoir. Et en Angleterre, donc, on a les données de mortalité en fonction du statut vaccinal. La couverture vaccinale en Angleterre est de environ 18% de non-vaccinés et 78% de vaccinés 2 doses au moins. Et dans le même temps, la part des décès parmi les personnes vaccinées est de 96%. Alors là, je mets les deux courbes parce que c'est important de faire la différence, parce que on a une chose qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Il faut comparer les courbes en fonction de la couverture vaccinale. Par exemple, si on a 80% de couverture vaccinale et qu'on a 80% de vaccinés qui meurent, ça ne veut pas dire que le vaccin est dangereux. Ça veut juste dire qu'on est dans le même niveau que la couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet. Là, on voit que la courbe des décès est supérieure à la courbe de la couverture vaccinale, ce qui montre que les vaccins sont néfastes. Voilà, qui causent plus de décès que les non-vaccinés. Donc là, ça démontre définitivement que les vaccins n'ont pas un effet bénéfique sur la mortalité, qui ont un effet même négatif. Et ça se voit d'autant plus chez les personnes qui ont 3 doses et plus. En fait, l'écart est encore plus grand entre la couverture vaccinale et 3 doses et plus et la part des décès. Pour une couverture vaccinale de 65%, on a 90% de décès. Donc ce qui démontre encore une fois que
ces produits ne protègent absolument pas de la mortalité. Ah oui, et encore un autre point qu'on peut aborder rapidement. Il y a un point qui est encore en cours de débat, ce qu'on appelle le shading vaccinal, c'est-à-dire la potentielle transmission du vaccin de vacciné à non vacciné. Alors le but n'est pas de polariser les gens, de dire ouais, t'as été vacciné, t'es dangereux pour moi. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est quelque chose qui va être très rare, enfin plutôt rare. Et surtout, je pense qu'il ne devrait pas être très grave. Voilà. En fait, si vous transmettez la protéine spike, en fait, il n'y a pas de danger. Hein. Vous allez transmettre une quantité infime et le corps va se nettoyer tout seul sans problème. Par contre, si c'est de l'ARN, voilà, c'est une autre histoire. Donc là, j'ai envie de citer plusieurs études qui ont été publiées dans des revues, on va dire, prestigieuses, entre guillemets, où on a détecté de l'ARN dans le lait maternel des femmes vaccinées pendant plusieurs jours après vaccination. Et chez certaines femmes, en fait, la couleur du lait maternel avait changé apparemment au bleu-vert. C'était pas très joli. Voilà, c'était des études qui ont été publiées dans Nature, de mémoire aussi dans le Lancet, en bas. Voilà, donc ça a été documenté. Alors eux, ils vont dire, mais vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps, ça reste très efficace, sans problème, faut pas s'inquiéter, mais ils le disent quand même. Voilà, donc il faut quand même prendre en considération. Ensuite, transmission placentaire. On a détecté de l'ARN vaccinal dans le placenta et le cordon ombilical. Ça a été révélé il n'y a pas longtemps, l'année dernière, en 2024. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans une étude publiée dans une revue qui est affiliée à Nature, donc c'est une étude qui a été menée chez des animaux, chez les rats, et on a observé l'apparition d'un syndrome de type autistique chez des rats de mères vaccinées. Et on a essayé de voir au niveau biologique qu'est-ce qui s'est passé. Et on a découvert une diminution du nombre de neurones, diminution des performances sociales, motrices. On a un dysfonctionnement général. Et on a observé un comportement de type autistique. Donc, ça pose la question, chez les enfants qui vont être nés de mères vaccinées, est-ce qu'on ne va pas potentiellement avoir le même effet? C'est une question à poser. Je n'ai pas la réponse. On est dans l'expérimentation. Autre mode de transmission qui a été évoqué par Hélène Banoun, qui est biologiste pharmacienne à Marseille. En fait, elle regarde au niveau des connaissances biologiques. Et bien, en fait, le vaccin peut très bien être transmis via le sang. Notamment, si on se fait un don de sang et que le sang est transmis très rapidement à une personne, ça peut se faire. D'autant plus que, pour rappel, le vaccin, l'ARN est protégé dans des billes de gras, dans une nanoparticule lipidique. Donc ça peut tout à fait être possible, envisageable. Ensuite, les fesses, les urines, la salive, peau et sueur. En fait, tout ce qui est fluide, tout ce qui est liquide humain. Donc voilà, ça peut faciliter la transmission. Et en conclusion, voilà, donc je pose la question, ouvrons le débat. Est-ce que nous allons vers un scandale sanitaire mondial et pourquoi pas le plus grave de tous les temps? « 23 ans, ça promet, hein. Avec celui qu'on a vu hier, tu vas encore l'applaudir. Donc tu étudies à Marseille, hein, c'est ça? Alors ce que je propose, c'est qu'il n'y aura pas de questions. Oh. Je vais faire venir Jean-Marc Sabatier. Il va faire aussi sa conférence. Et après, je vais les mettre à deux sur scène. Et là, vous pourrez poser des questions aux deux en même temps. Ça va? Ça te va comme ça? Et ici, j'ai une question pour Léo. Léo. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, avec tout ce qu'on vient d'entendre, qui est un peu complexe et compliqué, mais ce que je comprends, c'est que quand même, on est dans la merde. Et je voudrais savoir, toi qui es jeune, qui es justement étudiant en médecine, etc., dans le milieu, en tout cas. En biologie. Voilà, d'accord, ok. Comment on va s'en sortir, même si on n'est pas vacciné, même si déjà avec la viande qui peut nous contaminer, nous les non vaccinés. Donc comment on va faire, quoi? Eh ben, je sais pas si tu vas amener la solution, mais est-ce qu'il y a une solution?
Alors moi, je n'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution servie sur un plateau, mais moi, plutôt sur le plan psychologique, moi je me dis que c'est vrai qu'on vous a un peu secoué avec ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est un constat qui est alarmant, mais moi je garde espoir que, dans tous les cas, le vivant est tellement bien fait, tout ce qui a été construit par l'être humain peut être déconstruit, donc y compris quand on injecte, quand on a injecté ces ARN. Alors, pour la plupart des personnes vaccinées, évidemment, moi, ma conviction, c'est que comme notre organisme est tellement bien fait, au bout d'un moment, on va éliminer toutes ces toxines. Donc, moi, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. Et ensuite, pour la suite, en fait, ce qu'il faut, c'est continuer à s'informer de manière constructive, de manière, sans être H24 sur les réseaux. C'est important de savoir prendre du temps pour soi pour vivre. Et il y a aussi également une autre chose que je fais moi-même de mon côté avec des camarades de mon âge. Le truc, c'est que quand on essaie de discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même avis, qui ne sont pas conscients de tout le problème, le but est de parler du sujet avec bienveillance, sans être alarmant, en essayant subtilement d'amener au sujet. Pour vous donner un témoignage, j'ai discuté avec des gens qui ne connaissaient rien à l'ADN, rien à l'ARN. Tout d'abord, en fait, je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était, de manière passionnée, vu que je fais des études là-dedans. Et ces personnes-là se sont mises à m'écouter de manière attentive et franchement avec passion, quoi. Et petit à petit, j'en suis venu au vaccin, Covid, ARN et protéines Spike, en ayant un ton totalement neutre, en expliquant la technologie, de manière objective et neutre. Et après, petit à petit, dégradation progressive, où je leur explique quelles sont les problématiques et tout, sans dire ouais, c'est du poison et tout, en utilisant un vocabulaire plutôt adapté. Et ces personnes-là se sont mises à écouter, elles continuent à écouter de manière attentive, et il n'y avait aucun blocage. Elles se sont complètement ouvertes. Et à la fin, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, un petit déclic qui a apparu. Donc je me dis, si en masse, tout le monde utilise cette technique, cette stratégie, je pense qu'on pourrait éveiller, ouvrir la curiosité au plus grand nombre. Donc, je pense que le plus important dans tout ça, c'est d'élever le collectif et surtout garder espoir, ne pas avoir peur, parce que la peur, on l'a vu pendant le Covid, c'est la pire des choses, parce que ça va la peur, elle a la caractéristique d'inhiber la réflexion, d'inhiber l'esprit critique. En fait, elle va nous amener à agir de manière irrationnelle et à faire tout et n'importe quoi. Et le but, c'est vraiment de rester calme et d'essayer de comprendre les choses de manière posée et calme. Donc c'est vraiment un énorme travail déjà à faire sur soi et à conseiller à d'autres. Voilà. Donc c'était un petit message d'espoir et je voulais transmettre. Oui. Question à vous deux. En fait, donc il a été dit, si j'ai bien compris, que en gros on peut être vacciné, ne serait-ce que par la transmission se fait par la salive, par la sueur, et mais je me demandais si, en fait, ça ne change rien du tout qu'on fasse l'injection ou pas, ça revient au même parce que ça va finir par quand même arriver. Est-ce que vous me confirmez ça? Et si oui, est-ce qu'il y a un moyen de faire marche arrière ou est-ce qu'il y a un examen qui permet de voir si on a le matériel vaccinal dans le sang? Si vous voulez, je fais une partie de la réponse et je laisse Jean-Marc. Il y a moyen de savoir si la protéine spike circulante, quand on a de la protéine spike circulante, il y a moyen de savoir si elle est issue du vaccin ou d'une infection naturelle. Parce que la protéine spike vaccinale, elle a été légèrement modifiée. Elle a été modifiée sur 2 des 1273 perles. En position 986-987, ils ont mis des résidus de proline. Et ça veut dire qu'en fait, quand on fait un tir de masse, un spectre de masse sur la molécule, qu'on détermine la molécule, sa masse molaire exacte, on peut savoir si elle est d'origine vaccinale ou pas. Quel examen, du coup? Il y a des boîtes, alors à ma connaissance pas en France, mais en Allemagne, je crois, et en Suisse, il y a des sociétés qui font le dosage de la protéine spike. Alors,
À ma connaissance, pour déterminer si elle est d'origine vaccinale ou naturelle, ça peut se faire qu'en laboratoire de recherche. Je ne pense pas qu'il y ait une boîte qui propose ce service actuellement. Hein. Mais en tout cas, ça devrait arriver. Hein. Parce que c'est facile à faire. Hein. C'est très facile à mettre en évidence. C'est un tir de masse. Et donc vous confirmez que salive et sueur, c'est la même chose? C'est-à-dire, bien sûr que le shading existe, ça a été montré pour d'autres microbes et tout ça, donc ça existe. Maintenant, je ne pense pas que ce soit équivalent, hein, c'est-à-dire que si on prend 5 ou 6 injections, je pense qu'il vaut mieux en prendre un petit peu comme ça avec son voisin que de prendre 5 ou 6 injections. Mais on ne sait pas en fait la dose qu'on prend réellement, quoi. Mais le shading, c'est décrit, c'est pas, ça peut être transmis comme ça, et puis par voie sexuelle aussi, ça pose un problème, hein, puisque les organes reproducteurs sont très très riches en récepteurs ESA2. Hein. Donc on retrouve le récepteur ESA2 partout. On le retrouve dans le pénis, on le retrouve dans les testicules, on le retrouve dans l'urètre, dans l'épididyme. Chez la femme, on le retrouve dans l'endomètre, dans les ovaires. Je veux dire, c'est très très présent, c'est très riche. Excusez-moi, si vous pouvez bien mettre le micro devant la bouche, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend plus. Juste pour ajouter quelque chose par rapport au shading, je pense qu'il faut. Tout est l'histoire de quantité. Quand on reçoit une injection, par exemple 30 microgrammes, je crois que c'est pour Pfizer, les 30 microgrammes vont être dispersés dans l'entièreté de l'organisme. Donc quand il va y avoir une contamination par un fluide qui contient un petit peu d'ARN, il aura une quantité extrêmement infime. Et donc par conséquent, si la personne reçoit cet ARN, s'il y a un effet, il sera extrêmement minime par rapport à la personne qui a été vaccinée en vrai. Donc ça relativise tout de même. Par contre, en ce qui concerne des vaccins auto-amplifiants, là c'est encore un autre problème. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont la possibilité de se répliquer. Parce que il faut savoir qu'une injection vaccinale, ça représente beaucoup plus d'ARN messager qu'une infection. Hein. Dans les 30 microgrammes du Comirnaty, il y a 14 000 milliards de molécules d'ARN. Et dans le Spikevax de Moderna, c'est 100 microgrammes pour la forme adulte, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme. Excusez-moi, oui. Quand on voit le monopole qu'a le Big Pharma sur le vivant, hein, je veux dire, quand on entend qu'ils veulent vacciner les animaux et tout ça, je veux dire, on n'a pas une réponse politique par rapport à ça aussi. Ça, c'est un réel problème, parce que je veux dire, il n'y a pas un organe de contrôle sur des événements comme ça. Et je veux dire, il n'y a que le monde scientifique, quelque part, qui pourrait s'opposer à ça fermement, avec un soutien populaire, évidemment, mais je veux dire, il y a quelque chose qui doit se faire, parce que on ne peut pas jouer à la roulette russe avec les populations non plus. Alors, normalement, c'est l'ANSM. C'est l'ANSM qui a le pouvoir juridique de faire stopper les injections vaccinales. Parce que c'est l'ANSM qui a en charge la sécurité des médicaments. Et c'est vrai qu'en fait, ils ne sont pas testés. Hein. Je veux dire, on reçoit Enfin, ils sont enregistrés donc, par les autorités sanitaires qui donnent une approbation comme ça, mais je veux dire, à ma connaissance, ils ne sont pas testés du tout. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas ce qui est codé réellement dedans. Ils se fient à ce qui est donné en fait, par Big Pharma, hein, c'est-à-dire les structures qui sont données, mais il n'y a pas d'organisme qui vérifie derrière. On pourra avoir un codage qui n'a strictement rien à voir avec la protéine spike et qui sera enregistré quand même, hein, parce qu'ils ne contrôlent pas derrière. Ils ne contrôlent rien, et c'est là le problème. C'est qu'ils pourraient rajouter n'importe quel type de structure. Hein. Donc en fait, il n'y a pas d'organisme de contrôle qui fait le job. Hein. Ils enregistrent les médicaments, ils les autorisent. Le COSEL a été enregistré, il a été accepté par l'EMA. Mais on le voit, hein, on voit qu'il n'y a pas de test derrière. Il n'y a que l'ANSM qui devrait justement pouvoir bloquer ça. Alors ici, je vais faire 3 questions d'un coup. Madame qui pose sur est-ce que les poules seront vaccinées, je suppose aussi que je vais répondre en même temps, je suppose que les canards, si c'est les poules, les canards, tout le monde va être vacciné. On parle même aussi de vacciner tous les vaches maintenant à l'ARN messager aussi. Oui. Demande par rapport déjà. Il y en a déjà. Ouais. Et donc, par rapport donc aux œufs, est-ce que bon il y aura de l'ARN aussi, est-ce qu'il y aura de l'ARN aussi dans les œufs et comment l'éliminer? Une deuxième question ici, c'est dans les
analgésique dentaire, donc quand on va se faire une petite... est-ce qu'il y a aussi déjà de l'ARNM dans... Apparemment, il y a du graphène déjà dedans. Du graphène. Et ma question, c'est est-ce que dans tous les nouveaux vaccins qu'on va faire pour les enfants, sont-ils déjà ou vont-ils être à ARN messager? Alors là, les vaccins... La masse moléculaire aussi de, oui. de ce nouveau... Alors, les vaccins, si vous voulez, jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins qui étaient obligatoires. C'est la diphtérie, tétanos et poliomyélite. À partir de 2018, on a eu 11 vaccins, donc 11 vaccins obligatoires pour les enfants, les nourrissons. Et depuis le 1er janvier 2025, on est passé à 12 vaccins. Mais si on compte réellement, en fait, il y en a qui considèrent qu'on est à 15 vaccins. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont enlevé un des vaccins, au 1er janvier 2025. Ils ont enlevé le vaccin contre le méningocoque C. Ils l'ont remplacé par le vaccin contre le méningocoque B, donc responsable de la méningite. Et puis ils ont rajouté un tétravalent, qui est justement un vaccin à méningocoque pour le A, le C, le W et le Y. Et donc maintenant on se retrouve avec un paquet de vaccins. Alors ce qui a été montré, ce qui est recommandé, donc pour la femme avant qu'elle soit enceinte, les vaccins qui sont recommandés par les autorités, c'est la rubéole, c'est la rougeole, c'est la varicelle et c'est la bronchiolite. Ce qui n'est pas recommandé par les autorités pour la femme enceinte, ça va être donc justement la rubéole, ça va être la rougeole, ça va être aussi la varicelle et ça va être la tuberculose. Et là, ce qui est recommandé actuellement pour la femme enceinte, ça va être la coqueluche, donc le vaccin contre la coqueluche. Donc la coqueluche, en fait, c'est une bactérie. Une bactérie, ça va agir contre principalement deux microbes, Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis. Donc ça, c'est recommandé pour la femme enceinte par les autorités. Et ce qui est recommandé aussi, c'est un vaccin anti-Covid à ARN messager. Bon, vous voyez le problème. Il y en a un autre contre la bronchiolite qui est recommandé. Donc c'est contre le virus respiratoire syncytial. Et un autre contre la grippe, influenza. Donc actuellement, il y a 4 souches. Il y a deux souches justement de virus influenza de type A, et il y en a 2 de type B, et puis ils veulent en supprimer un pour passer à 3 souches. Donc ça, c'est extrêmement délétère, et c'est vraiment une folie. Notamment, faire vacciner la femme enceinte avec justement le vaccin à ARN messager anti-Covid, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi? Parce qu'on sait que ça dérègle le SRA. En plus, il a été publié récemment que l'ARN messager est capable très rapidement, ça a été montré chez la souris, de franchir le placenta et d'activer le système immunitaire du fœtus. Et il y a même de l'immunité de la mère qui est capable de passer, c'est-à-dire il y a l'immunité passive et l'immunité active. Ça a été publié il y a quelques jours, c'est très récent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système rénine-angiotensine, c'est lui qui pilote la fabrication des organes. Il est détecté après la conception au bout de 3 semaines, mais en fait il est présent tout de suite. Et il pilote la fabrication des organes, donc chez l'embryon, jusqu'à 10 semaines après chez le fœtus. Et il contrôle toutes les étapes en fait, de fabrication de l'embryon et du fœtus. Donc c'est vraiment une folie de les injecter avec ce type de vaccin dont on sait qu'ils sont capables de dérégler le système rénine-angiotensine. Voilà. Les œufs, le problème, c'est que les ARN messagers, globalement, ils peuvent aller n'importe où. Et c'est ça le problème. Alors, il y a les ARN messagers, mais le problème, c'est qu'on met des adjuvants avec. On met des adjuvants, on met des excipients. Bon, il y a des nanoparticules lipidiques, on peut mettre du squalène, on peut mettre des particules d'oxyde ferrique qui sont magnétiques, on peut mettre tout un tas de cochonneries avec. Et on peut le rendre très résistant, parce que comme vous rajoutez, en fait, des adjuvants ou des excipients, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre différents types de molécules pégylées ou chargées, etc. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie que votre ARN messager aille partout, soit pas dégradé, etc., quelque part, vous pouvez le faire en jouant sur les adjuvants, sur les excipients, etc. Donc c'est un vrai problème. Vous pouvez agir sur les nanoparticules lipidiques qui déjà elles-mêmes sont délétères. Vous pouvez les modifier
pour les rendre plus résistants, pour qu'il y ait une protection supplémentaire de l'ARN messager. Vous pouvez même trafiquer l'ARN messager, parce qu'il est trafiqué. Hein. Vous savez, il a été démontré en décembre 2023 que l'incorporation de la méthylène-1-pseudoéridine dans l'ARN messager, donc il faut savoir que ce dérivé méthylène-pseudoéridine, on le retrouve dans les vaccins Comirnaty et Spikevax, que les gens ont reçus. Hein. Et il a été démontré de très longue date, bien avant qu'ils injectent, qu'ils fassent ces injections vaccinales, donc en 2020, au début de 2021 plutôt. Il a été démontré que c'était très toxique déjà, qu'il y avait des problèmes et que notamment la méthylène-1-pseudoéridine conduisait à des erreurs de traduction. C'est-à-dire que les ribosomes, la machinerie cellulaire qui traduit l'ARN messager en protéine spike, eh ben, elle se trompe. Elle ne reconnaît pas bien la méthylène-pseudoéridine et elle incorpore n'importe quelle perle à la place de la perle qu'elle doit incorporer. C'est-à-dire que normalement, le triplet qu'elle reconnaît doit coder pour une perle. Et elle lit mal le triplet quand justement dans ce triplet, il y a une méthylène-pseudoéridine. Et à ce moment-là, elle va incorporer une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ou bien alors, ce qui a été démontré justement fin 2023, c'est que comme elle ne reconnaît pas bien celle-là, ben, elle saute la lecture de la méthylène-pseudoéridine, donc elle saute de +1 le cadre de lecture. Ça veut dire qu'après, elle va lire des triplets qui vont être décalés et qui à chaque fois vont correspondre à une perle qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Ça veut dire qu'en gros, on va fabriquer au moins 25% de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike, qui sont des protéines fantômes. Et le problème de ces protéines fantômes, c'est qu'elles sont capables de stimuler le système immunitaire autant que la protéine spike. Ça veut dire qu'on va mobiliser notre immunité contre ces protéines fantômes. Et en cas d'immunité croisée, c'est-à-dire si par exemple on fabrique un anticorps contre une protéine fantôme et que cet anticorps est capable de reconnaître une hormone ou une autre protéine d'importance qui circule dans notre organisme, et bien ça va pouvoir provoquer donc des troubles parce que ça va affecter une réponse métabolique, une voie métabolique, et ça va pouvoir conduire à des maladies auto-immunes, voire à des cancers, etc. Donc de toute façon, c'est très délétère parce qu'on ne sait pas ce qui va être produit. Il y a des tas de molécules qui n'ont rien à voir avec la spike qui vont être produites. Est-ce que la température, par exemple, si tu cuis ton œuf, ou que tu fais à une température élevée avec de l'eau bouillante, est-ce que ça peut affaiblir tout ce système ARNM, etc. La cuisson. Ben, la cuisson, c'est sûr que ça ne va pas les arranger, mais, ça va rien affaiblir. mais après, ben, c'est-à-dire qu'on les a déjà reçus, les injections, donc... oui, non, mais pas tout le monde, mais je veux dire, les gens qui ont des problèmes avec les ARN messagers, ils les ont déjà reçus. Hein. On les aura autrement. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Bon, moi, je mange pas mal de riz, hein, parce que comme je suis un peu métis viette, pas mal de riz. Mais disons que là, j'évite maintenant le canard. J'évite le canard, j'évite le canard, mais en fait, il y a la volaille aussi, il y a le porc, qui reçoit aussi. Les vaches, oui, le problème, c'est que maintenant, globalement... alors, les insectes, ça, c'est un autre problème, parce que c'est pas terrible aussi, hein. Notamment avec la chitine, parce qu'ils veulent nous faire bouffer des insectes, hein, ça c'est clair. Il y a de la chitine. Alors même, maintenant, il existe de la vitamine D3 qui provient d'insectes. Qui provient de... Oui, il y a une société qui fabrique de la vitamine D3 qui vient d'insectes, qui vient justement de larves de... comment ça s'appelle? Ça provient d'insectes, c'est des larves de la levure de boulanger, en fait. La farine, oui. Vous voyez, aujourd'hui, on vous a donné des moules frites, hier soir des moules frites, parce qu'on n'a pas réussi à vacciner les moules ni les frites. Quelle est la base moléculaire Pour les anesthésiens dentaires? Bah, apparemment, il y a du graphène dedans. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a des anesthésiants, mais apparemment, ils mettent des cochonneries aussi. Maintenant, le problème, c'est que depuis quelque temps, hein, depuis l'affaire Covid, ils ont tendance à mettre beaucoup de choses délétères dans les produits, hein, dans les vaccins, etc. On parle beaucoup de graphène,
de chitine, voilà, de molécules qui sont délétères. Donc, est-ce que de l'ARN messager est possible dans les anesthésies involontaires? Ah ben, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Hein. Le problème, c'est que les contrôles sont quasiment inexistants parce qu'ils acceptent tout. Hein, là. Ils acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. Là, par exemple, le vaccin Ceva qui est utilisé contre le canard, c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant dirigé contre l'hémagglutine H5. Et ben, j'ai vu qu'ils utilisent. Ils ne précisent pas quel est le nucléotide, mais ils précisent que c'est un nucléoside modifié. Nucléoside, c'est la base plus le ribose. Nucléoside modifié. Ils n'ont pas précisé, mais à tous les coups, c'est la méthylène-pseudoéridine. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est utilisée dans le Comirnaty, c'est celle que tout le monde utilise. Et donc, comme il a été enregistré, que ça fait déjà 1 an et demi qu'ils l'utilisent, forcément, ils ont fait les tests à partir de ce dérivé. Mais ce dérivé-là, normalement, quand cette publication est sortie, ils auraient dû tout arrêter. Parce qu'il était prouvé noir sur blanc que c'était très dangereux, que c'est très délétère. Quand vous avez utilisé un dérivé qui n'est pas capable de reconnaître, qui n'est pas reconnu correctement par la machinerie cellulaire, qui se met à faire n'importe quoi, à incorporer n'importe quoi, normalement, ça aurait dû tout bloquer. Et normalement, en 2019, ils n'auraient même pas dû pouvoir mettre sur le marché ces ARN messagers. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la méthylène-pseudoéridine et il est décrit de très longue date qu'elle pose des problèmes. Moi, j'ai vu des articles qui ont 10 ans et qui montrent déjà que la méthylène-pseudoéridine pose des problèmes. Si vous allez chercher dans les publications scientifiques, dans PubMed, vous allez trouver justement des articles qui montrent qu'il ne fait pas l'affaire. Et ça va tellement loin, ils montrent tellement que des dérivés de nucléosides ne font pas l'affaire, c'est qu'ils sont même allés faire une expérimentation. Vous savez, quand le ribosome traduit l'ARN messager pour produire de la protéine spike, il y a des codons stop. C'est-à-dire que le ribosome, il décode des triplés. Et il y a 3 triplés de codons stop. Il y a UAA, UGA et UAG. Et en fait, ils ont substitué le U par une méthylène-pseudoéridine ou un dérivé de nucléoside. Et ils montrent que le ribosome, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire, il ne le reconnaît pas, donc il continue. Donc, il a été montré expérimentalement, vraiment par A plus B, qu'il ne fait pas l'affaire. Et bien pourtant, il est utilisé en vaccination de masse, ce qui est n'importe quoi. Hein. Malgré ça, on a décerné un prix Nobel. Et il y a 2 prix Nobel, les 2 dernières années, là, ils ont attribué les 2 prix Nobel quand même liés à l'ARN. Hein. Il y a le premier, c'est Drew Weissman et Catalina Carico, donc pour la découverte justement des dérivés de nucléotides qui sont utilisés dans les ARN, notamment les dérivés méthylène-pseudoéridine. Et là, c'est Rufkun et Ambros pour la découverte des micro-ARN qui font partie des ARN interférents. J'ai une question pour Léo. Est-ce que chaque lot de vaccin a un numéro différent, un identifiant différent? Et je veux vraiment dire chaque ampoule, quoi. Alors, on m'a souvent posé, on m'a de temps en temps posé la question. Alors, il me semble que oui, mais après, je ne les connais pas. Voilà, je vais être honnête avec vous. Mais peut-être que Jean-Marc. Oui, apparemment, il y a au moins 3 lots. Il y aurait 3 lots de vaccins différents. Alors, il y a un site qui répertorie les lots. En fait, dans des pays scandinaves, je crois qu'il y a la Suède, peut-être le Danemark, enfin, en tout cas, ce sont des pays scandinaves, ils ont l'information sur les lots qui ont été délivrés. Donc, ça a été ouvert, hein, c'est un des rares points où ça n'a pas été censuré. Et donc, c'est ouvert, et ils ont pu regarder tous les effets secondaires qui étaient répertoriés en fonction des lots. Et ils ont vu qu'il y a des lots qui étaient toxiques, il y a des lots qui ne donnaient rien, donc qui ne posaient pas de problème, et puis il y a des lots qui étaient intermédiaires, hein, c'est-à-dire qui provoquaient des pathologies Covid, mais pas trop sévères. Les lots EF, par exemple, sont méchants, ceux qui commencent par EF. Et il y a un site pour ça, j'ai même donné le lien sur X, il y a un site où on rentre son numéro de lot, et on peut regarder s'il est associé justement à beaucoup de pathologies, Covid, de Covid long, etc. Ici, on vient de me donner un complément d'information par rapport à la question que je viens de poser. C'est est-ce que dans les contrats, est-ce que la loi n'oblige pas... je vais d'abord poser comme ça. N'oblige pas à mettre justement un numéro de lot pour chaque vaccin. Et toi, tu voulais dire quoi encore? Il y a une loi, il y a une directive européenne qui dit qu'il faut, depuis 2019, que tous les médicaments doivent être sérialisés, sauf il y a une liste blanche et ceux-là ne doivent pas être sérialisés. Maintenant, je sais que les vaccins ne sont pas sérialisés, mais est-ce qu'il y a, en parlant, enfin c'est une ALM conditionnelle, est-ce qu'il faut le numéro de sérialisation? Est-ce qu'il y a quelque part une loi qui dit qu'il faut la sérialisation
pour le traçage et pour le suivi des effets secondaires. Normalement, il y a des lois, mais elles ne sont pas suivies. Hein. Elles ne sont pas suivies, y compris par les autorités. Hein. Oui. Non, mais... parce que normalement, il doit y avoir des contrôles qui doivent être effectués sur les lots pour déterminer leur dangerosité. Les molécules doivent être caractérisées. En fait, c'est pas fait. Hein. C'est pas fait. Et normalement, même les personnes avant l'injection doivent recevoir. Il doit y avoir un consentement éclairé. On doit décrire les effets secondaires possibles des vaccins, etc. En fait, rien n'a été fait. Hein. Ça a été fait. On a obligé les gens à s'injecter. Il y a un monsieur là qui me fait remarquer, mais comment arrêter ces apprentis sorciers? Parce que quelque part, tout ce qu'on entend ici, c'est nous, on essaye de se défendre, on essaye de se nourrir autrement, oui, on essaye d'éviter, mais quelque part, comment éviter que ces gens nous fassent du mal, quoi? Alors, en fait, on parle d'apprentis sorciers. Apprentis sorciers, ça sous-tend que en fait, ils font des choses sans savoir ce que ça va donner. C'est-à-dire, bon, on injecte, on va voir ce qui se passe. Maintenant, si ça se trouve, et on s'oriente de plus en plus vers ça, c'est que ce ne sont pas des apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie autre derrière. Hein. Les plus complotistes diront que c'est de la dépopulation. Hein. Voilà. Ben, c'est sûr que l'important, ça serait qu'il y ait le maximum de gens quand même qui aient conscience qu'il y a un réel problème, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont éveillés, hein, qui sont endormis, qui pensent que l'OMS, etc., que ces injections sont bénéfiques, parce qu'il y a de la censure, parce que ceux qui l'ouvrent ou ceux qui soignent, ben, ils sont allumés après par l'ordre des médecins. Je veux dire, je pense qu'il faut que le maximum de personnes prennent conscience, en fait, qu'il y a vraiment un problème. Il y a des choses anormales qui se passent. Hein. Parce que là c'est plus sanitaire. Hein. Tout ce qui se passe, c'est plus sanitaire. Et on le voit très bien. Il y a énormément, évidemment, d'effets secondaires. Hein. Le Dravigilance, l'ARS, on voit bien qu'il y a énormément d'effets secondaires avec les vaccins ARN messagers. Donc, leur injection aurait dû être arrêtée de très très longue date. Hein. De très longue date. Hein. Ils auraient dû être arrêtés pratiquement tout de suite, quoi. Et ils continuent. Et malgré tout, non seulement ils continuent, mais on pousse de plus en plus. On pousse à injecter les enfants, on pousse à injecter les femmes enceintes, on développe de plus en plus, on veut remplacer tous les vaccins, même ceux qui ne posent pas de problème, sur lesquels on a des décennies de recul, par des vaccins ARN messagers. On privilégie en plus le développement des auto-amplifiants qui sont les pires de tous, parce que ceux-là, ils sont vraiment faits quand même pour dégommer les gens, hein, pour dire ce qui est, c'est une catastrophe. Il faut savoir que cette technologie ARN messager, elle n'est pas du tout au point. On entend toujours dire c'est la science, ceux qui refusent ces injections sont des anti-sciences, ils restent à l'âge de pierre, etc. Ils refusent les avancées de la science, mais c'est complètement faux. Parce que si on regarde les données scientifiques, tout montre que ça ne marche pas. Et tous les essais qui ont été faits montrent que ça ne marche pas. Il n'y a eu aucun succès avec des vaccins ARN messagers testés sur des animaux. Donc, au contraire, quand on regarde de près toutes les données, on voit que c'est très problématique et qu'il n'y a rien qui marche. Et donc, à partir du moment où il l'impose un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a un problème, c'est plus sanitaire. Oui, ben, l'antidote, bon, les ARN, c'est pas la panacée, mais les ARN interférents peuvent être une antidote pour bloquer, en tout cas, l'activité d'ARN, soit conventionnelle, soit auto-amplifiant ou transamplifiant. C'est d'agir, en fait, de se fixer sur la région 3' nucléaire qui est capable de bloquer, en fait, la traduction de ces ARN messagers. Mais les ARN sont fabriqués où? Ah ben un peu partout, hein. Ils sont fabriqués un petit peu partout. Ils sont fabriqués partout dans le monde. Hein. C'est facile à fabriquer, hein. C'est très facile. Hein. Les ARN messagers, on part d'un plasmide à ADN, hein. On le linéarise, on fait agir une restrictase, on le linéarise. Il y a un promoteur du bactériophage T7, et ça fait la transcription, ça fabrique l'ARN messager. Donc on met dedans les bases nécessaires, hein, les bases triphosphates nécessaires, et puis on fabrique l'ARN messager comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont très délétères, parce que vous entendez parler qu'il y a beaucoup d'ADN, justement, dans les injections vaccinales comme Comirnaty, Spikevax. En fait, ça vient de la fabrication de l'ARN. Quand on fabrique de l'ARN, on passe par un plasmide. C'est le plasmide qui est linéarisé, et après on fait la copie du plasmide d'ADN en ARN. Et c'est cet ARN messager qui est utilisé. Mais normalement, on doit utiliser des DNases, c'est des enzymes qui dégradent l'ADN, pour enlever toutes ces traces d'ADN. Normalement, il ne doit pas y avoir d'ADN. Et là, il y en a plein. C'est-à-dire, pour une injection, ils ont détecté jusqu'à 500 milliards
de molécules d'ARN. Et ils sont allés jusqu'à 23 000 milliards de molécules d'ADN dans une injection. C'est la plus forte quantité qu'ils aient identifiée. Et en plus, c'est de l'ADN qui provient d'un promoteur SV40, du virus SV40. C'est le virus simien 40, et il a la particularité d'être connu pour être un proto-oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le développement de tumeurs. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut vraiment pour arrêter les injections vaccinales, parce que... Bon, on vous écoutera encore pendant des heures, mais je suis obligé de clôturer. Je sais déjà que ça va frustrer énormément de gens. Et Léo, tu voulais encore ajouter quelque chose? Alors, juste pour un petit mot positif, parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, concernant les vaccins, la première chose à faire avant de trouver un antidote, c'est d'arrêter simplement de prendre des injections. C'est comme tout, hein. Si on veut se dépolluer, c'est pas en continuant d'en prendre, en prenant un antidote supplémentaire qu'on va forcément régler le problème. Donc déjà, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense que déjà, il faut pas attendre de sauveur. Déjà, il faut pas attendre que quelqu'un va dire, voilà, va éliminer toutes les mauvaises personnes. Je pense qu'on est dans un système qui est beaucoup trop complexe, qui est régi par le pouvoir et l'argent. Ça, c'est une réalité. Et je pense également qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Parce qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne voudra rien entendre, qui voudra rester là-dedans, peu importe ce qu'on lui dira, peu importe ce qu'elle comprendra. Donc voilà, il faut accepter cela. Moi, je ne suis pas en mode j'ai envie de sauver le monde, je suis en mode j'agis à mon niveau, j'agis pour moi, donc je me sauve moi-même. Et aussi pour ne plus avoir peur, parce que la peur c'est quand même quelque chose d'important. La peur, en fait, elle naît de l'incertitude. À partir du moment qu'on sait, on connaît notre ennemi, on connaît quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, il devient beaucoup plus facile pour nous d'anticiper. Et à partir de ce moment-là, il est nécessaire de se former, d'apprendre, de se cultiver et de s'armer soi-même, quoi. Donc pour moi, ça paraît basique, mais c'est vraiment la première des choses à faire, quoi. Merci beaucoup. Alors je les remercie vraiment parce que ils ont fait pas mal d'heures de vol, ils vont retourner encore ce soir et demain matin. Je vous remercie vraiment, c'était du bourrage de crâne, mais je pense qu'il était nécessaire. On va rediffuser toutes les vidéos sur nos plateformes, puis ça va être rediffusé certainement beaucoup. Et je crois qu'il fallait passer par là aussi pour tout comprendre. Merci à vous deux.